Pomme de Newton, bonsoir, ici Martial, et est-ce que vous savez que certains poissons ont découvert l'enclume? Je vous jure, c'est vrai. Mais d'abord, depuis les observations de Jane Goodall dans les années 60, nous savons que l'humain n'est pas la seule créature qui se sert d'outils. Les chimpanzés le font aussi. Ils sélectionnent des branchettes, les modifient en ajustant leur longueur et en enlevant les feuilles qui gênent, puis les utilisent avec habileté pour ouvrir des termitières et y pêcher des termites délicieux. Ça marche aussi avec les fourmis. Se faire un couperet rudimentaire pour découper des fruits trop gros, fabriquer une sorte d'éponge végétale avec des feuilles pour collecter de l'eau et boire, ou encore utiliser un bâton de marche pour juger la profondeur d'une rivière, voilà autant de comportements complexes dont sont capables nos cousins grands singes. Et cette liste n'est pas exhaustive. Les éléphants aussi sont très bricoleurs et utilisent des branches pour se gratter, se débarrasser des mouches ou encore pour casser des clôtures électriques. Et chez les grands dauphins de l'océan Indien, les femelles utilisent des bouts d'éponge de mer pour se protéger le rostre lorsqu'elles fouillent le fond marin en quête de nourriture. Et c'est un savoir qui se transmet de mère en fille, donc on peut vraiment parler d'une forme de transmission culturelle. Bref, le changement de paradigme est clair, il y a plein d'animaux non humains qui savent fabriquer et utiliser des outils, ce trait ne nous rend pas si spéciaux. Du côté des oiseaux, on trouve tellement d'espèces dotées d'outils qu'on pourrait faire un épisode entier juste sur eux. Alors, ça va de l'ara-hyacinthe, un perroquet qui s'aide de cale pour manipuler et ouvrir des noix, au goéland qui utilise parfois des bouts de pain comme appât, en passant par la couturière à longue queue, une espèce de passereau dont les nids sont littéralement cousus avec de la soie d'araignée et des fibres végétales. Un autre type de comportement qu'on rencontre chez de nombreux volatiles, c'est l'usage d'outils pour déloger, ou empaler, des larves cachées dans les trous des troncs d'arbres. Les citelles à tête brune se servent ainsi de petits morceaux d'écorce pour dénicher des insectes de l'écorce des arbres. Les géospises pique-bois des Galapagos utilisent très couramment des épines de cactus modifiées pour chercher leur nourriture. Et chez les corbeaux calédoniens, on fait ça avec des brindilles recourbées en forme de crochet. Et c'est vraiment fou parce que ces crochets sont du coup un peu plus sophistiqués que les brindilles droites qu'utilisent les chimpanzés. Ces corbeaux sont un peu plus avancés sur l'arbre technologique des brindilles que les chimpanzés. What? Les corvidés sont la famille d'oiseaux préférés de tout le monde pour une raison. On trouve dans ce groupe des animaux extraordinairement intelligents qui semblent réfléchir étape par étape, résolvent des énigmes et s'ouvrent des noix en les lâchant devant les roues des voitures. Plus on cherche et plus on trouve des exemples délirants d'espèces ingénieuses qui usent d'outils de façon inattendue. Et en fait, même parmi les animaux qu'on ne considère d'habitude pas comme particulièrement malins, genre les crocodiles utilisent des outils. Sérieusement. Pour être plus précis, ils se trimballent avec des bâtons sur le museau, qui servent d'appât pour attirer des oiseaux et les manger. Cette technique de chasse a été observée chez deux espèces de crocodiliens différentes. Mais surtout, ils ne font ça que durant la période de nidification, c'est-à-dire au moment où les oiseaux cherchent des branches pour construire leur nid. Justement. Bien ouais-je. Pendant ce temps, les pieuvres veinées se baladent en portant des armures noix de coco, normal, et des grillons du genre Eucanthus façonnent des trous dans des feuilles pour amplifier le volume sonore de leur chant. Un insecte ingé son, c'est assez insolite. Mais il y a encore plus surprenant. Lors des feux de brousse australiens, beaucoup de petits animaux sortent de leur cachette, ou meurent. Et c'est une aubaine pour les prédateurs qui profitent alors de ce barbecue naturel. Mais ce n'est pas assez pour les milans noirs. Ces rapaces transportent alors volontairement des brindilles enflammées vers des zones qui ne crament pas encore pour favoriser la propagation de l'incendie et donc prolonger le festin. Là, on peut donc dire que cet oiseau se sert, dans une certaine mesure, du feu. Ouais, c'est un piaf pyromane. C'est complètement dingue. Les percnoptères, eux, sont connus pour leur capacité à casser des œufs avec des galets. Les loutres de mer, elles, placent des pierres sur leur ventre, puis s'en servent comme enclume pour y briser les moules qu'elles dévorent ensuite. Et plusieurs espèces de primates pilonnent des plantes avec des pierres pour en sortir la partie comestible. Par exemple, les singes capucins savent ouvrir les noix de cajou avec un marteau et une enclume. Donc là, il faut bien remarquer qu'ils n'utilisent pas qu'un outil, ils en utilisent deux,
Et ces petits malins se servent aussi de pierres pour creuser la terre et déterrer des tubercules. Et tous ces cailloux, c'est super intéressant pour d'autres raisons. Déjà parce qu'on peut donc dire que ces animaux ont, d'une certaine manière, leur propre hache de pierre, mais aussi parce que ça veut dire qu'on peut aller dans leurs habitats respectifs, fouiller les sols et potentiellement retrouver les pierres qu'utilisaient leurs ancêtres. L'archéologie animale est un vrai truc. C'est une discipline très jeune mais totalement sérieuse, et elle nous apprend notamment que dans les forêts de Côte d'Ivoire, les chimpanzés martèlent des noix avec des pierres depuis au moins 4300 ans. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que ce type de comportement a même été observé chez des poissons. Et chez plusieurs espèces. Et ça a été filmé. Donc ici, on a un labre à nageoire jaune qui attrape une palourde dans le sable et il part avec. Qu'est-ce qu'il va faire? Réponse, il va la claquer sur une pierre. Bam! Alors on a même l'impression qu'il cherche une pierre plus adaptée pour mieux démolir son coquillage. Voilà. Peut-être ici, c'est peut-être mieux. Allez, bim! Bon, c'est difficile, hein, donc il réessaye plusieurs fois, mais il persévère. Allez, vas-y! Bim! Bon, cette liste d'exemples est terminée. Mais dites-vous bien que si on a remarqué de tels comportements chez des bestioles aussi éloignées les unes des autres, ça veut sans doute dire qu'on risque de découvrir, au cours des années à venir, d'autres exemples dans d'autres branches de l'arbre du vivant. Après, bien sûr, tous ces usages d'outils ne sont pas comparables. Dans certains cas, on observe des techniques qui sont apprises et transmises, des outils fabriqués, améliorés ou combinés, mais dans d'autres cas, ça ressemble davantage à un comportement instinctif beaucoup plus simple. Et aussi parfois c'est juste ambigu, et on ne sait pas trop. Par ailleurs, il faut également reconnaître que toutes ces pierres restent moins sophistiquées que les pierres taillées qu'Homo habilis fabriquait déjà il y a plus de 2 millions d'années. J'avoue, il s'est passé un truc un peu différent dans notre lignée, pour qu'on en arrive à faire ça. Mais toutes ces observations restent révélatrices. Être outillé n'est définitivement pas le propre de l'homme. Ce n'est même pas un trait réservé à quelques mammifères dotés de gros cerveaux, c'est une aptitude qui n'est, en fin de compte, pas si rare que ça dans le monde animal. Et comme l'a un jour écrit un inconnu au bataillon, si considérable qu'elle soit, la différence entre l'esprit de l'homme et celui des animaux n'est certainement qu'une différence de degré et non de nature. Même un petit poisson peut se servir d'une enclume pour éclater un coquillage. Et ça, c'est la dernière chose que j'ai appris.